Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de vous abonner à la chaîne YouTube de Force Pingouin. Aujourd'hui, petite introduction dans ce documentaire pour vous dire tout simplement que les intervenants que vous verrez dans la vidéo aujourd'hui d'Audrey, donc l'ex, ou entre guillemets le père si vous voulez, la famille, le juge, l'armée, tout ce cadre-là, c'est les mêmes intervenants que dans l'affaire Amaury Séverine que vous verrez demain dans la vidéo. Je vous mets le lien dans la description pour l'association Tous pour Amaury aux enfants de la terre.fr et en vous souhaitant une agréable visionnage de ce documentaire. Merci à vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin. Merci de regarder ce gros documentaire et merci de nous suivre à travers cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Audrey, une amie qui a un gros témoignage à dire. Donc merci Audrey pour cette invitation. Je vous en prie. À travers cette vidéo, on va vous raconter une histoire très poignante et qui est aussi très étonnante, incohérente dans tous les sujets et très poignante dans les sujets, surtout avec les enfants. Donc, juste avant d'aller directement dans le vif du sujet, je vais laisser Audrey se présenter. Bonjour, je m'appelle Audrey. Voilà, j'étais jusqu'à présent professeure dans l'éducation nationale. J'ai suivi des études de lettres. Voilà, je suis agrégée de lettres modernes. Et aujourd'hui, je suis la maman de 2 enfants aujourd'hui qui sont victimes d'abus de la part de leur papa, mais pas seulement. Et je me bats pour eux. D'accord. Et du coup, tu as fait quoi comme métier avant? J'ai été professeure. Que professeur? Dans l'éducation nationale depuis... Okay. Quelle langue? Français? De français, professeur de français. D'accord, ok. Oui. D'accord. Bon, bah, une excellente littéraire, hein, on peut dire. Donc, bah, écoute, merci de nous avoir présenté. On va parler vraiment du sujet, donc le début, comment ça s'est passé, le pendant et le après, si tu veux bien. Bien sûr. Ok. Alors, j'ai quitté mon ex-mari il y a à peu près 3 ans. Donc je suis une excellente mère. J'ai été sans arrêt reconnue dans mon métier. Je suis en charge de centaines d'enfants depuis 2004. Donc je n'ai aucun problème. Et voilà, j'ai quitté cet homme qui me rendait absolument malheureuse, qui gravitait dans le milieu flou, obscur et malsain de l'armée. Et avec qui je me sentais complètement étouffée en fait, ce qui m'empêchait totalement de vivre. J'ai quitté cet homme pour reprendre ma liberté et quand je l'ai quitté, il n'a pas supporté cette séparation et il m'a envoyé les services sociaux. J'ai cru que c'était un canular. D'ailleurs, quand j'ai été reçue, on m'a fait comprendre qu'en 15 jours, ce serait terminé puisqu'il n'y avait aucune inquiétude à mon sujet. Et ça fait 3 ans aujourd'hui que je me bats pour être entendue et pour faire entendre mes enfants parce que en dirigeant l'attention sur moi, en inventant des choses aberrantes et totalement simples à vérifier, lui s'est octroyé, enfin s'est donné la liberté de faire du mal aux enfants avec le soutien des services sociaux et le soutien de la justice jusqu'à présent. Voilà, donc j'ai porté plainte à plusieurs reprises sans être entendue et je ne peux pas accepter cette situation. Oui, c'est sûr. Surtout que tu avais tous les éléments pour avoir un entier jugement en ta faveur. Bien sûr, il ne demandait pas la garde des enfants, j'étais reconnue dans mon entourage. Voilà. Tout ce qui était bon était dans ton bien sûr. Et par contre, pour le père, c'est vraiment tout dans le mauvais. Addiction aux jeux vidéo, ouais. Addiction en tout genre, à l'alcool, beuverie. Et puis, quand on vivait ensemble, quand même, il a fait deux missions en Afrique. C'est un homme qui est passionné d'occultisme, passionné de magie noire, qui consulte lui-même la femme de son père, qui fait des rituels africains. Le papa qui s'est converti du jour au lendemain à l'islam, qui s'est mis à porter des gris-gris, à avoir des croyances extrêmement malsaines dans lesquelles peuvent baigner mes enfants aujourd'hui. Sans raison. Sans raison. Du jour au lendemain, voilà, il a pété les plombs et il a quitté sa femme et il s'est fait rebaptiser. Et il s'est converti à l'islam. D'accord. Donc c'est un islam modéré ou radicalisé? C'est un islam, il est actif, en tout cas il est pratiquant. Et il vit avec 2 jeunes africaines. Voilà, il a enchaîné des liaisons avec 2 jeunes africaines. Et il a même reçu chez lui une africaine qui ne devait pas avoir plus de 15 ou 16 ans d'ailleurs, qu'il a présentée comme une nièce de l'une de ses conquêtes. Et aujourd'hui il vit avec une femme qui pratique des rituels africains et que mon ex-mari a consulté à plusieurs reprises. D'accord.
Donc, pour préciser, les rituels africains, c'est des rituels où clairement les femmes sont objets, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, elle fonctionne, si vous voulez, ils ont mis dans un 50 mètres carrés. Ils ont deux énormes bahuts congélateurs avec plein de mixtures à l'intérieur pour les clients qui viennent la consulter. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment dans l'atrocité la plus extrême. Oui. Et, euh, et du coup, après ça, qu'il en est-il par rapport au tribunal et par rapport aussi au juge qui a pris cette affaire? Alors, donc la procédure de divorce est encore en cours. D'accord? Là, je suis en procédure d'appel parce que je peux absolument pas accepter que mes enfants vivent chez leur père dans les Mhm. conditions qui sont celles actuellement. Et il y a un juge des enfants qui est également en charge de notre dossier. Il y a les services sociaux qui sont censés veiller au bien-être des enfants et qui me demandent très clairement d'arrêter toute entreprise, toute procédure, en prétendant que c'est l'intérêt des enfants justement de ne rien faire. Voilà. Donc ça fait 3 ans qu'on me demande de me taire. D'accord, ouais, donc c'est vraiment de la pression, quoi. Ah oui, Quand t'as- complètement. Ouais. Pression qui a commencé par des enquêtes hebdomadaires tous les Mhm. mercredis, donc ce qui m'empêchait d'emmener les enfants faire la moindre activité, par exemple. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis à partir du moment où elles ont vu mon ex-mari, leur discours a complètement vrillé. Au début, c'était mais vous inquiétez pas, ça va aller très vite, on n'a aucune suspicion à votre égard. Et à partir du moment où elles l'ont rencontré, lui, terminé, j'étais devenue folle, je réglais mes comptes avec monsieur et j'instrumentalisais mes enfants. Voilà. Donc ça fait 3 ans. Il y a eu des certificats médicaux attestant de sévices physiques. J'ai Mhm. des photos, des enregistrements. J'ai mon médecin, plusieurs médecins qui se sont penchés sur la question, qui se sont engagés avec nous. Et malgré cela, les services sociaux ont décidé qu'en fait les enfants étaient en danger chez moi et les ont envoyés consciemment, volontairement, en écrivant directement au juge chez leur père. D'accord. Ouais, donc vraiment grosse incohérence, quoi. Tout à fait. Et surtout, en plus de ça, retournement des faits Mhm. envers toi. Oui, exactement. De manière complètement incompréhensible en fait. Hmm. De façon à ce que justement tu aies rien et que le mari ait tout. C'est ça, exactement. Et en me menaçant, hein, puisqu'aujourd'hui on en est au point où elles sont intervenues pour que les enfants aillent vivre chez leur père. Aujourd'hui elles ont carrément écrit au juge pour que je ne les vois même plus pendant l'été, que je n'ai même plus Mhm. droit de visite, alors que j'ai rien fait. On ne me reproche rien de concret. Il se passe des horreurs chez leur père qui sont sans nom, et malgré cela, elles continuent à faire la sourde oreille. Et même, elles ont été jusqu'à me demander ce que je voulais pour penser comme elles. Ce qu'elles pouvaient faire, elles, pour que j'arrête mes entreprises. D'accord. Ah oui, donc voilà, c'est vraiment de la mauvaise volonté. Donc en gros, quand on voit cette affaire, c'est vraiment un réseau de personnes qui se sont dit clairement, voilà, on va tous faire comme ça, on va agir dans ce sens-là. Oui, Comme ça, on va la madame qui a cette affaire-là, donc en l'occurrence toi, elle va être écartée pour pouvoir lui mettre des pressions pour qu'elle se taise et qu'elle ait tout en échec et que le mari ait tout en sa réussite. exactement. Moi, quand on m'a séparée de mes enfants, enfin, de toute façon, elles avaient, avant même le jugement du JAF, elles avaient déjà dans l'idée que les enfants iraient chez leur père. Elles en ont parlé en entretien. Elles ont dit à mes enfants de se taire également, parce qu'elles les ont entendues parler. J'ai le petit qui s'est confié en disant que le père lui avait fait mal. Il dit kiki, lui, parce qu'il est Oui. tout petit. J'avais un certificat médical. Et à partir du moment où les affaires ont été classées au niveau de la gendarmerie, les services sociaux ont dit aux enfants, il faut oublier tout ça. Les experts ont vérifié. Papa est gentil, arrêtez d'écouter maman. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, donc en fait, ils avaient déjà dès le début réglé leur opinion. Oui, tout à fait. Puisque ça fait 3 ans que j'entends toujours le même discours, quelle que soit la personne. Même quand je rencontre une nouvelle personne qui a l'air prête à m'aider et à m'entendre, la dernière en date qui m'a dit mais je vais tout faire pour vous aider, un mois après, le discours était tout à fait différent. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment bien orchestré, tout a été mis en scène en fait. Exactement. D'accord, ok. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un retour sur scène par rapport à ce que tu as eu et par rapport aussi à ce que tu as vécu sur Alors, les enlèvements? oui, tout à fait. Donc moi, j'ai fait des rêves lucides. Je peux en Mhm. parler? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. oui. Donc moi j'ai fait des rêves lucides qui sont devenus en fait d'authentiques souvenirs. Ça fait des mois en fait que ça me revient.
Donc j'ai vu ce qui s'était passé par exemple dans des salles du Mont-Verdun, j'ai vu des salles que je connaissais, à des moments où j'étais effectivement sur les lieux, des moments notamment où j'ai pu être enceinte aussi. J'étais vraiment au Mont-Verdun et j'ai vu qu'on avait fait des expériences sur nous. On nous avait mis des implants, qu'on était branchés à des machines et qu'on nous avait injecté des produits. Donc des petites salles qui sont très précises dans ma mémoire, j'ai des sons, j'ai des odeurs. J'ai également des scènes de viol qui me sont revenues dans des salles très précises, des salles d'atelier de mécanique notamment, avec des collègues de mon ex-mari notamment. Sachant qu'à l'époque où je vivais avec lui, j'avais des endormissements tout à fait anormaux, c'est-à-dire que je pouvais m'endormir à 6 heures le soir. Aujourd'hui, alors que ma vie est quand même plus chargée, je m'endors, il est minuit. Je m'endormais en pleine journée et je l'ai surpris à plusieurs reprises en train d'empoisonner ma nourriture. Ok, donc en fait il y avait vraiment une réelle volonté de t'anéantir, quoi. Bien sûr, oui. Donc j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit d'avoir d'amis. D'ailleurs, à tel point, il ne supportait à tel point que je vois personne qu'il a même porté plainte contre ma meilleure amie parce qu'il supportait pas que je puisse avoir le moindre soutien. Il m'a isolée socialement puisqu'on voyait que ses amis à lui, des militaires pour la plupart. Et puis il a profité aussi de dissensions avec mes parents pour m'isoler totalement. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment de la possessivité extrême. Ah oui, c'est ça, c'est de la manipulation. Ouais. D'accord. Et ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'on peut, pour les auditeurs qui nous regardent, dire où se trouve le Mont-Verdun en France? Le Mont-Verdun se situe aux alentours de Lyon. On est à quelques kilomètres de Lyon. Voilà, c'est en haut d'une colline, c'est une base aérienne. D'accord, donc c'est dans la région Rhône-Alpes et c'est aux alentours de Lyon, quoi. Exactement. Oui. Ok, et c'est un cadre militaire? Oui, c'est un cadre militaire qui est assez important pour la région puisque c'est là où a été rapatrié le plus gros de l'armée quand la base de Taverny a fermé en région parisienne. Donc c'est là où se trouve le gros de l'équipement du centre de décision. D'accord, oui, donc c'est le gros QG décisif, quoi. C'est ça. D'accord. Donc moi aujourd'hui je veux parler de ce que mes enfants ont vécu et vivent toujours chez leur père. Quand on était ensemble déjà, c'était un homme extrêmement froid, qui était sans amour, même avec moi, et avec les enfants, avec des punitions démesurées, des insultes notamment. Son insulte préférée c'est tête de gland pour des enfants de 3 ans ou moins. Voilà. Donc ça aussi je le supportais plus en fait dans notre vie. Il participait à rien, ni à l'éducation, il n'a jamais signé un bulletin, il ne s'intéressait pas du tout aux enfants. Il passait son temps enfermé dans le garage à faire je ne sais quoi. Il a d'ailleurs pris plusieurs fois l'aîné avec lui, je l'ai su après, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, que dans le garage déjà le père lui apprenait à faire des produits en fait. Il y avait plein de bouteilles vides, il me disait que c'était pour que quand il allait chez un producteur, il ramenait des bouteilles de rosé, en fait ces bouteilles-là elles étaient faites pour l'armée. Pour préparer des produits et que mon fils déjà à cet âge-là, il n'avait pas 6 ans, participait à tout cela. Donc moi quand je l'ai quitté, je ne me suis pas opposée à ce qu'il voit les enfants en ma présence, même si les enfants ne demandaient pas spécialement à le voir. Et à partir du moment où ils ont commencé à aller chez lui tout seuls, donc ils ont commencé à me faire des révélations extrêmement inquiétantes. On retrouvait ces insultes, on retrouvait des gifles, on retrouvait des colères. Les enfants parlent d'une colère de taureau, un père qui rentre dans une colère inexplicable. Et quelques semaines plus tard, en fait, l'aîné a commencé à me raconter que son père le prenait sur les genoux au moment du coucher et que le père était en caleçon et que son sexe dépassait du caleçon et qu'il était en érection. D'accord. Voilà. Donc ça, j'en ai immédiatement informé les services sociaux qui ne m'ont pas cru d'emblée, en me disant que je réglais mes comptes avec monsieur, etc. Donc ils n'ont même pas cherché à comprendre si c'était vrai, rien du tout. D'accord. Donc la seule réponse que j'ai eue, c'était que c'était moi qui inventais. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Okay. 2 mois plus tard, donc dans les révélations que j'ai pu enregistrer, dans les photos que j'ai pu faire, etc., il ressort des choses, c'est-à-dire que l'aîné me racontait déjà à cette époque-là que son père l'emmenait dans des cimetières pour réveiller les morts. On faisait des cérémonies dans un cimetière en Bretagne notamment. Okay. Mon ex-mari est donc fasciné par l'occultisme, par la magie, magie un peu de toutes les régions, je dirais. Ça peut être le druidisme, ça peut être les magies africaines, tous les livres qu'il a, tous les DVD qu'il a, tous les voyages qu'on a pu faire ensemble étaient, on va dire, choisis.
Voilà. Ok, Tous les voyages. tout était coordonné. Ouais. On partait pas dans un pays sans raison. On a été 2 fois en Égypte, on a été en Thaïlande, on a été en Irlande. À chaque fois, j'étais malade. Malade. J'ai fini à l'hôpital plusieurs fois. D'accord, ah ouais, Ouais. effectivement. Donc tout était choisi en fonction des lieux sacrés, en fonction de toutes ses croyances à lui. Donc voilà, mon fils a commencé à me raconter que son père l'emmenait dans des cimetières pour faire des cérémonies et qu'il s'amusait à réveiller les morts. Voilà. Ouais. Il m'a parlé d'hypnose aussi, que son père l'hypnotisait et qu'il lui apprenait à hypnotiser également. Ok. 2 mois plus tard, les enfants sont revenus. Et à chaque fois, l'avocat me disait laissez faire les services sociaux, laissez l'enquête en cours, on va voir, ça va déboucher, vous inquiétez pas, ça va aboutir. Oui, vous voulez Voilà. surtout pas s'en mêler. Surtout pas. Ok. Le premier avocat que j'ai eu était déjà au courant de pas mal de choses au moment où on a été devant le juge pour la première fois. Et il m'a dit ne dites rien. Enfin, il m'a muselé. Il m'a dit ne dites rien. D'accord, bon. Donc j'ai des enfants qui dormaient chez Pierre-Paul Jacques, qui squattaient sur des bouts de canapé, des enfants qui revenaient avec la peau irritée. Donc ils me racontaient que le père leur mettait des produits, il parle sans arrêt d'un produit vert qui brûle la peau. Okay. Donc j'ai des photos d'irritation sur les fesses, sur la joue. Ça a été d'ailleurs attesté. J'avais un voisin pompier, donc un dimanche, n'ayant pas de médecin, je suis allée voir lui. Ouais. Marque de cigarette sur les fesses aussi de mon aîné. D'accord, oui. Voilà, donc là, quelques mois plus tard, j'ai mon fils aîné qui revient de chez son père, de vacances chez son père, et qui était pas bien. Il disait j'ai mal à la tête, donc je l'allonge sur le canapé, je lui mets sa tête sur mes genoux et je lui demande ce qu'il a. Donc il me dit je suis pas bien. Et là je veux lui prendre la température et il me dit non, il se met à hurler, à pleurer, ne touche pas les fesses, papa m'a fait mal aux fesses. Donc il n'a pas voulu que je regarde, pas voulu que je touche, puis je suis pas médecin, donc je me suis pas engagée à le faire. Je l'ai emmené chez un médecin qui m'a dit d'aller aux urgences, je suis allée porter plainte, j'ai expliqué tout ce qui se passait, et visiblement il n'y avait rien. Voilà. Donc l'affaire a traîné pendant 1 an et demi, je sais même pas s'il y a eu une enquête, et elle a été classée sans suite. Suspicion de viol avec un enfant qui a parlé à la gendarmerie. Ils ont été entendus tous les deux par la BPDJ. Tous les deux racontaient la même chose, c'est-à-dire que le père venait dans la chambre les toucher tous les soirs avant qu'ils dorment, quand ils étaient en pyjama. Et ça, ils l'ont dit à la gendarmerie. D'accord, donc c'est des faits qui ont été dits directement. Tout à fait. Et ils ne sont pas tenus compte. Non, non. D'accord. Parce que dans le cadre de la gendarmerie, donc les enfants ont parlé et moi, j'ai porté plainte 2 fois. Donc la première fois, c'était en avril 2015. La deuxième fois, c'était en février 2016. Donc là, je suis toujours sur ce qui s'est passé en avril 2015. La gendarmerie m'a dit, oui, mais il faudrait que vous rencontriez toute la famille, un expert psychiatre. Mais on ne peut pas avoir de rendez-vous. Pendant 1 an et demi, j'ai appelé. J'ai fait part de ce qui se passait de nouveau. Et jamais de rendez-vous avec cet expert psychiatre qu'on a rencontré en mai 2016 seulement. Okay. Donc plus d'1 an plus tard. Et les choses continuaient, donc les enfants qui me racontaient ce qu'ils vivaient chez leur père, et l'avocat qui me disait mais non, mais ça suffit pas pour empêcher qu'il ait le droit de visite, droit de garde, ça va se retourner contre vous, vous allez avoir les gendarmes à la maison, voilà. Donc ils partent l'été chez leur père, voilà, ils vont chez le grand-père, donc le grand-père paternel dont on a parlé, celui qui s'est converti, qui visiblement, à ce que j'ai entendu des enfants, à ce qu'ils m'ont écrit, à ce qu'ils m'ont dessiné, à ce qu'ils ont témoigné, a aussi abusé d'eux. J'ai des dessins très précis du grand-père et du père dans la chambre en train de les toucher. D'accord. De la part des enfants. Donc, je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre l'islam. Hein. Je suis absolument tolérante de toutes les religions, quelles qu'elles soient, dans la mesure où elles respectent l'autre. Voilà. Donc, il n'y a aucune chose là-dedans. Par contre, je sais que lui, ce qu'il en a fait, n'était pas du tout dans cette ouverture-là, n'était pas du tout dans ce respect ni de l'être humain, ni de l'amour. Ah ouais, qui n'avait rien à voir avec la religion. Rien du tout, non. D'accord. Il était passionné de tout un tas de choses sombres, quelles que soient les origines, quelles que soient les pratiques. Ah oui, dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, donc j'ai pu rencontrer l'expert psychiatre qu'1 an après. Entre-temps, il s'est passé encore des choses extrêmement graves, puisque j'ai mon petit de 5 ans qui est revenu d'un week-end de chez son père. On était au moment du... C'était le soir, c'était un dimanche soir. Il était en train de se mettre en pyjama, donc tout seul. Hein. Il m'explique, il se met à pleurer, il m'explique que son père lui a fait mal dans la cabine de la piscine. D'accord. Voilà, il lui a fait mal au sexe et qu'il
peut pas me dire, il peut pas me montrer. Il pleurait beaucoup. Et il m'a dit que ça s'était passé en présence de son frère. Ils étaient tous les trois dans la cabine et que le frère s'est bouché les oreilles pour pas l'entendre crier. D'accord. Donc il m'a montré un geste d'une extrême violence. Hein. À la fois, mes enfants m'ont décrit des gestes qui ressemblaient à des masturbations et aussi il y a des gestes beaucoup plus violents où carrément le père tirait, mettait des coups de poing en fait dans le pénis des enfants. Donc là, je l'ai emmené chez un médecin, enfin mon médecin traitant, puisque c'était un petit peu aussi en urgence. Et puis parce que mon fils a confiance en elle, et il lui a expliqué ce que le père avait fait, et elle a témoigné qu'effectivement le prépuce était abîmé. D'accord. Donc là, à nouveau, ils ont été entendus par la brigade des mineurs, et voilà. Ok, mais tout ça, c'était que à caractère violent, et la police n'en tenait compte de rien. Non. Ok. Non. Donc c'était vraiment un silence de la part de la justice. Quoi. Ouais, et puis je dirais, à la fois dans les abus sexuels, je pouvais des fois avoir un semblant d'oreille qui semblait compatissante a priori. Par contre, quand je décrivais ce qui se passait avec ces produits, avec ces rituels, etc., on m'a jamais cru quoi. On m'a jamais cru, alors que c'est la vérité. Ouais. J'ai des photos, puis la parole des enfants quoi. Pourquoi sa parole à lui aurait une quelconque valeur? Oui. C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Hein. Exactement. Donc, on a rencontré un expert psychiatre désigné par la gendarmerie en mai. Bizarrement, il avait rencontré monsieur quelques jours avant. Et il avait des questions toutes prêtes à l'emploi, pour me mettre en difficulté. Il m'a hurlé dessus. Il m'a dit de toute façon que j'avais aucune chance d'être entendue, que personne ne me croyait et que j'étais mal barrée. D'accord, donc il était direct dans le négativité. Ouais, il voulait absolument savoir pourquoi j'avais quitté monsieur, alors qu'on était là pour les enfants. On était là pour savoir ce qui s'était réellement passé, ce que le père avait fait. Et il m'a hurlé dessus, quoi, en me disant « Vous me cachez des choses, j'ai l'habitude, vous me racontez pas tout, pourquoi vous l'avez quitté ?» Il voulait absolument... Ça, c'est le psychiatre. Ouais, m'emmener là où il voulait, en fait. Il m'a fait dire des choses, il m'a tellement pas écouté. L'entretien a duré moins d'1 heure. Il était sur son téléphone tout le temps. Il était sur son téléphone et il m'a tellement pas écouté qu'il a fait des erreurs de nom, de date. Il finissait mes phrases à ma place, il me coupait la parole, il me laissait pas parler. Il me fait dire des choses dans son rapport qui sont fausses, que je n'ai pas dites, que lui a dites. Ok, donc vraiment non-respect de la personne, Ouais. Imposition de la personne, pression et tout ça. Tout ce qu'on veut. Voilà, et la justice ne disait rien. Non. Non, donc le rapport a été fait. Moi, j'ai déposé plainte contre cet homme. Oui. Déjà pour la méthode qu'il avait utilisée et puis pour ce qu'il racontait, parce que monsieur, tout va bien. Hein. Ouais. Monsieur raconte qu'il a eu son premier rapport sexuel à 8 ou 10 ans, mais ça, le psychiatre trouve pas ça bizarre. D'accord. Voilà. Et monsieur qui raconte ça, c'est le mari? Oui, mon ex. D'accord. Il raconte à 10 ans, il a eu son premier rapport. Ouais. Et puis le psychiatre réagit pas en disant que c'est anormal. Mais ce rapport, c'était un rapport avec une femme? Ah, je sais pas. Oui, parce que c'est quand même... Mais il raconte ça comme si c'était normal, en fait, dans le rapport. Parce que, si son père a participé avec lui sur ses petits-enfants, on peut comprendre que le père avait déjà cette pratique et que pour lui, en plus, ça ne le choque pas que le père normal. le fasse avec ses enfants. Et puis en plus, ce qui est étonnant, c'est ce qu'il appelle un rapport, c'est que finalement c'est une normalité quand il voit son père le faire et que son père les fait avec lui. Et pour lui, c'était un rapport. Et dans le rapport, ça apparaît pas. C'est la question. Voilà. Ouais. Donc la question, c'est avec qui. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Et au vu, enfin, de ce qui est dénoncé, on pourrait supposer que ça soit le père. C'est possible, ouais. Parce que il a pareil, dans le rapport, il raconte qu'il a fait pipi au lit jusqu'à 12 ans, qu'il avait peur de son père, donc c'est cohérent. Voilà, ok, donc il ne faut pas aller plus loin. Ouais. Okay. Donc voilà, rapport du psychiatre qui est bizarrement plus établi 1 semaine avant d'aller chez le juge pour les enfants, hein, le juge des enfants. On l'a attendu pendant 1 an et demi, mais il est tombé 1 semaine avant. Donc là, une fois que le rapport est tombé, il a été transmis au juge des enfants et le procureur a classé mes 2 plaintes sans suite. Comme ça. D'accord, sans aucune raison. Sans aucune raison. Voilà, donc on s'est présenté à l'audience chez le juge des enfants avec ce rapport psychiatrique et à cette époque-là, la juge des enfants a pris le rapport, elle l'a posé sur un coin du bureau en disant qu'elle n'en tiendrait pas compte,
que c'était une pièce parmi tant d'autres. Donc, ce qui montre aussi que ce psychiatre-là est sujet à caution. Oui, oui qu'il est consentant dans le réseau d'ignorance. Ouais, et puis qu'il est connu aussi pour ses pratiques abusives. D'accord, ah oui, carrément. Oui, je pense que là, c'était plutôt une remise en cause de son professionnalisme, parce qu'il est connu des avocats, il est connu des autres psychiatres qui disent bien qu'il a un problème. D'accord, ouais, voilà. Donc il est vraiment reconnu, mais il se permet de faire ce qu'il veut. Et puis il est toujours expert auprès de la Cour d'appel de Lyon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, là c'est un gros problème. Ah oui. Oui, et en même temps, moi quand j'entends tout ça, je comprends le discours de Poutine, mais vraiment. Je comprends son discours, et c'est vrai que là, il faut pouvoir rebondir là-dessus, parce que c'est important, vraiment. Quand on entend tous ces témoignages, vous êtes un petit peu comme des éclaireurs, des éclaireuses. C'est-à-dire que, mais c'est vrai, vous avez vraiment ce rôle, c'est celui vraiment des personnes qui, déjà même pour vous, c'est déjà une première de pouvoir témoigner. C'est un témoignage toujours difficile, et c'est un témoignage qui vous met dans une position vraiment en avant par rapport à d'autres mamans qui n'ont peut-être pas eu encore l'opportunité, la possibilité de témoigner. Mais quand on voit ces professionnels vraiment se couvrir les uns les autres, on peut comprendre que le réseau, la toile, elle est vraiment grande, et que quand Poutine demande de dresser la liste de tous les coupables dans chaque pays concernant la pédocriminalité, on sait très bien que ça toucherait tellement de monde et tellement de dossiers de rentrée. Donc je pense que c'est important, en tout cas pour toi, de la sensibiliser là-dessus et puis d'aller là-dessus. C'est révélateur, de toute façon, ce qu'on a vécu. C'est ça. Donc, donc ça fait justement écho à ce que disait Poutine et ce qu'il dit toujours par rapport à une liste qui doit mettre en place contre ces gens, mais en fait ça regrouperait tellement de monde que en fait tout le monde serait directement impliqué, même les plus hauts fonctionnaires de l'État. Et du coup, ça fait aussi référence à tout plein d'autres sujets qui, bien sûr, sur le plan politique, fait écho à la Russie, tout ce monde slave, aussi la Serbie, bien sûr. Mais aussi, c'est une preuve que il y a des faits qui sont réels dans le monde et que la justice n'en tient aucunement compte. Et qu'il laisse faire, tout simplement, parce qu'il est impliqué dedans. J'ai eu des révélations de la part de mon fils aîné, en fait, qui m'a expliqué que son père l'emmenait à l'armée très régulièrement, comme ça, très facilement, et que là-bas, il avait assisté, il participait toujours d'ailleurs à des viols collectifs sur des enfants. D'accord. Voilà. Et ton fils, il était dans l'armée ou il n'avait pas du tout de rapport avec l'armée, il n'était pas inscrit dedans, etc. Moi, je veux parler de mon ex-mari, en fait, qui est militaire dans l'armée de l'air, qui était au Mont-Verdun pendant une dizaine d'années, puisque les enfants m'ont parlé de ce qu'ils avaient vécu au Mont-Verdun, le petit moins, parce que d'après les propos de l'aîné, il était souvent drogué. Okay. Pour oublier ce qu'on avait pu lui faire et ce qu'il avait pu voir fait sur lui et sur les enfants, sur d'autres enfants. Donc j'ai mon fils aîné qui me raconte que son père l'emmenait très régulièrement à l'armée, qui venait le chercher à l'école pour l'emmener au Mont-Verdun. D'accord, donc il a 9 ans à ce moment-là. Il n'avait pas 9 ans, il avait 6 ans. 6 ans, ok. 6 ans et moins, puisqu'on était encore ensemble. Et que là-bas, il avait assisté et participé à des viols collectifs sur des enfants. D'accord. Voilà. Tout en étant drogué. Le tout petit. Le tout petit, oui. C'est l'aîné qui me raconte qu'il était conscient, qu'il a vu, qu'il a participé. Et j'ai un fils aujourd'hui qui souffre de graves problèmes psychiatriques, en fait, qui se sent investi d'une mission, qui entend des voix dans sa tête, qui est complètement sous la coupe du père et qui explique qu'il adore. Il veut plus venir chez moi, en fait, il veut rester chez son père, tellement ce qu'il fait chez son père est bien, puisqu'on l'autorise à faire des choses de grand, c'est-à-dire aller sur la base de Mont-de-Marsan et se livrer à des viols sur d'autres enfants. Et qu'on lui laisse leur faire du mal et qu'il aime. Donc mon fils aîné aujourd'hui, que je ne reconnais absolument pas, en fait, qui a lentement dérivé à partir du moment où il a commencé à aller seul chez son père, et son comportement est devenu odieux, donc agressif avec moi, agressif avec son frère, prenant plaisir à faire du mal, à casser des objets, à voler, à dire qu'il voulait qu'on meure, que mes amis, que les gens qui m'étaient chers meurent. Il m'a dit plusieurs fois que son père lui avait demandé de l'aider et qu'il le tuerait s'il ne le faisait pas. Ok, donc il était vraiment dans l'extrême mal et dans limite assassin. Oui, et dans le plaisir de faire.
à tel point qu'il a été diagnostiqué par un médecin, comme étant sociopathe et par un pédopsychiatre comme éprouvant des pulsions sadiques qui étaient extrêmement inquiétantes et qui mettaient en danger la famille, avec un recul émotionnel là-dessus, c'est-à-dire qu'il dit qu'il prend plaisir à faire du mal, à nous voir souffrir, qu'il voudrait voir mourir sa mère, sa propre mère. Il a 9 ans. D'accord. Voilà, et son frère. Et il est passé plusieurs fois à l'acte avec son petit frère. Il a tenté de le noyer 2 fois sous mes yeux. Donc j'ai dû plonger dans la piscine pour le sauver. Il a menacé d'un couteau. Il a voulu l'étouffer avec un coussin. Et il a été l'attraper pendant qu'il jouait tout tranquillement. En fait, il l'a saisi et il l'a fracassé contre la table basse. Il lui a ouvert l'arcade. Ok. Donc il a été hospitalisé pour ses actes de barbarie, enfin de brutalité sur son frère. Ouais. Et aujourd'hui, son petit frère me raconte que, vivant chez son père, il est au milieu de son frère complètement en perdition, et son père. Donc tous les deux lui font du mal. Et il a 5 ans. Et les services sociaux m'expliquent que tout va bien chez le père et que de toute façon, à son âge, il est trop petit pour être entendu. D'accord, oui, donc ils font tout pour vraiment que le père soit dans le bon côté, etc. etc. Ouais, et pour couper le lien avec la mère. Oui, aussi. Je suis la seule personne qui puisse le protéger aujourd'hui, donc jusqu'à me faire passer pour folle, jusqu'à demander à ce que je ne vois plus les enfants, y compris pendant les vacances. Ouais, ça, pour avoir aucun contact, pour qu'ils aient le contrôle de tout. Exactement. D'accord. Et en m'accusant au passage d'aliénation parentale. Alors que j'ai un fils aîné qui aujourd'hui refuse de me voir, qui me dit pas bonjour, qui quand il est avec moi me dit qu'il veut qu'une seule chose, c'est que je meure. Et on m'accuse moi d'aliénation parentale, ce qui est complètement aberrant. Incohérent du tout. Voilà. D'accord. Mon fils Even, très tôt, m'a parlé d'un petit enfant joyeux à qui il était très heureux de faire du mal à son kiki. Il m'a dit par la suite qu'il s'appelait Maurice, qu'il était très heureux aussi de lui avoir pris son 3e œil, l'œil qui voit tout. Il appelait l'œil qui voit tout, il disait qu'il l'avait dans la poche en permanence. Ok. Et par la suite, en fait, on a pu confirmer ce qu'il avait pu me dire, c'est-à-dire qu'on le sortait de l'école pour aller faire du mal à Maurice avec son père et avec le père d'Maurice. Il m'a également décrit aussi des salles dans lesquelles on l'emmenait. Donc il m'a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants étrangers, sans parents, des enfants qu'on avait pris à leurs parents et des parents qui amenaient spontanément leurs enfants avec eux. Et qu'il assistait à des séances de torture et de viol sur ces mêmes enfants et qu'on le laissait faire, on le laissait participer à cela, ainsi qu'à l'élaboration de produits qui allaient servir à faire du mal aux gens dans l'armée. Il m'a décrit des salles, qui m'a expliqué qu'il y avait des enfants étrangers qu'on ramassait dans la rue, des enfants qui étaient amenés par leurs propres parents et des enfants qu'on avait pris à leurs parents et à qui on donnait des produits pour qu'ils puissent oublier. Il m'a décrit des salles aussi et au Mont-Verdun et à la base de Mont-de-Marsan où les grands le laissaient fabriquer des produits avec lui, des produits qui allaient servir ensuite à faire du mal à d'autres gens et que l'on droguait ses enfants, en particulier son petit frère sur la base de Mont-de-Marsan pour pas qu'il se rappelle. Et il m'a expliqué aussi que son père l'emmenait dans des salles où les gens étaient habillés en toge noire. Il m'a décrit des symboles qui étaient un petit peu représentés partout, notamment un symbole avec un œil dans une pyramide. Ok, et du coup, les tenues, c'était similaire au Ku Klux Klan ou c'était comment? Alors moi, je ne connais pas grand-chose aux confréries. Avec cet œil qui voit tout dont il me parlait, avec ce symbole, on serait plutôt proche de rituels francs-maçonniques. D'accord. C'est plus clair. Donc mon fils m'a expliqué qu'à l'armée, en fait, lorsqu'il était avec son père, on l'emmenait torturer des enfants, qu'on le laissait s'occuper de ces mêmes enfants d'ailleurs, qu'il était très heureux, qu'il se sentait investi d'une mission, qu'il n'y avait pas d'enfant plus intelligent que lui. Voilà. D'accord, donc lui c'était classifié de parfait. Oui. Ok. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc par la suite, par rapport à mes plaintes et tout ça, tu veux dire, non? Non, par rapport à ce que les enfants ont eu, tout ce travail-là et l'affaire. Bah, c'est en cours en fait. Ça se passe encore aujourd'hui. Ok, donc ça se passe encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. J'ai porté plainte. Il travaille où le père enfin, le grand-père, il travaille où? Alors le grand-père naviguait dans l'aviation civile. Donc il avait pour clients des gens extrêmement fortunés qui avaient leurs propres avions. Quel rapport ils ont avec tes enfants? Alors mes parents, donc j'ai un père qui était lieutenant-colonel dans l'armée de l'air, qui est aujourd'hui à la retraite, ils sont partis vivre au Canada il y a quelques années, puis là ils viennent de revenir. Donc un haut militaire. Voilà.
qui a abusé de moi également quand j'étais enfant. Voilà, je peux le dire ça ou pas? Ah oui. Oui, 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 oui. Ça fait partie des rêves schémas. lucides. Enfin, ça fait Ouais, partie, hein, d'accord. Donc un père qui a abusé de moi et aujourd'hui, ces parents qui ont été, eux, sans amour, qui ont été monstrueux dès le départ, hein, se sont permis d'écrire à la justice et au juge des enfants pour demander, eux, la garde de mes enfants. Donc me nier en tant que fille, me nier en tant que femme, me nier en tant que mère. Je leur ai expliqué ce qui se passait il y a plus de 2 ans de ça, hein, malgré nos différends. Je leur ai dit, bon, maintenant on est adultes, il faut régler les choses. J'ai essayé d'entamer la discussion avec eux et je n'ai eu aussi là aucune réponse. Oui. Au contraire, ils ont écrit contre moi au juge des enfants. Donc c'est là où on voit qu'il n'y a pas de lien familial. Non, pas du tout. Vraiment, il y a un programme. Ouais. Finalement, on peut dire qu'ils sont dans un programme. Et je me suis construite malgré ça. C'est vraiment, tu vois, c'est après, à toi d'amener ton truc, mais c'est là où je me rends compte qu'ils sont dans un programme. Ouais, c'est ça. Et ils sont tellement dans un programme que il n'y a aucune place pour l'émotion. Non, mais ils le disent eux-mêmes, ils le reconnaissent. Voilà. On t'a apporté le confort maternel. Non, mais j'ai une mère qui est sa créature, en fait, qui a jamais été une mère, parce qu'elle était... Il allait au service de sa domination. C'est ça. Jusqu'à faire des opérations de chirurgie esthétique, jusqu'à être vraiment son objet, quoi. D'accord. Oui, mais lui, bon, tu sais, il aime dominer, donc il aime vraiment, il a l'habitude d'avoir des objets autour de lui, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il a été lui-même un objet dans sa vie. Donc, sûrement, oui. Tu vois, non, mais c'est vrai. Finalement, tu vois, on reproduit ce qu'on a subi. Hein. C'est dur à dire, mais c'est un peu comme ça. Jusqu'au moment où on dit stop. Exactement. Et là, c'est bien parce que c'est un stop que tu exprimes, et puis voilà, faut l'entendre. Ok. Faut l'entendre. Ok. Mais j'ai grandi avec un père militaire, un lieutenant-colonel dans l'armée de l'air. Donc j'ai baigné dans l'armée en fait toute ma vie, hein, depuis ma naissance, jusqu'à, et c'était pas prévu du tout, rencontrer mon ex-mari qui n'était pas dans l'armée à ce moment-là. Moi je voulais absolument pas d'un militaire et mon père l'a conduit en fait à entrer dans l'armée lui aussi. Ouais, il l'a influencé. Oui. Ils se sont entendus. Ok. Mais toujours est-il que voilà. Finalement, j'ai pu quitter le monde de l'armée quand j'ai quitté mon ex-mari. D'accord. Sinon, j'ai connu ça pendant 30 ans, plus de 30 ans. Ouais, t'avais vraiment l'environnement militaire. Ouais. Et t'en avais marre et tu voulais le quitter à tout prix. Oui, parce que c'est un monde qui est complètement en particulier quand même, qui vit en vase clos, qui vit dans le secret, avec des femmes qui sont plus ou moins réifiées, sont des objets pour leur mari. Qu'elles suivent aveuglément, elles élèvent les enfants. Voilà. Combien de femmes, de filles de militaires également ont vécu ce que j'ai vécu. Oui, plein, certainement. Et d'ailleurs, ça en revient à dire que la programmation MK Ultra, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. La programmation MK Ultra, c'est une programmation mentale par le contrôle psychologique. Donc, il y a un bouquin qui a été, d'ailleurs à ce propos, il y a un bouquin qui a été édité à ça, par Alexandre Breton, voilà, MK abus rituel, eau et contrôle mental. Donc, ça raconte tout dans ce livre de plus de 600 pages, comment la programmation se fait, comment elle est mise en place, comment psychologiquement ils suivent tout, ils font tout ce qu'il faut pour que ce soit bien dans leur agenda. Et puis qu'ensuite, ça arrive à leur fin, bien sûr, toujours dans le système négatif, dans le dénigrement, dans tout ce que vous voulez de négatif. D'accord, mais quand vous parlez de programmation, moi je me souviens m'être retrouvée autour d'une table, en fait, avec des gens très haut placés, des politiciens, des chefs d'État de différents pays, et puis d'autres autorités également, dont on entend parler, des figures de l'ONU aussi. Ouais, carrément l'ONU. Oui, carrément. Quelqu'un qui aujourd'hui est consultant à l'ONU. D'accord. Autour d'une programmation visant, ayant pour cible une personne en particulier. Ok. Donc l'ONU est aussi baignée dedans. Oui. Ok. Puis des gens qui avaient payé pour être là aussi. D'accord. Pour participer à ce programme. D'accord, donc c'est comme un club en fait. Ouais. Des gens qui se connaissent très bien. D'accord, c'est une bande de copains. Qui ont du pouvoir. Oui, c'est sûr, beaucoup de pouvoir. Et qui abusent du pouvoir aussi. Hein. Oui, exactement. Ils abusent clairement du pouvoir pour faire ce qu'ils veulent
toujours dans la possession, toujours dans cet esprit-là en fait. Mm. Donc du coup, comment as-tu fait pour te retrouver autour de ça avec l'ONU et les chefs d'État et tout? Eh bien, en fait, j'ai participé à une expérience qui m'a été présentée comme une expérience du surhomme. Ok. En fait, on m'a expliqué qu'on allait faire des tests Mhm. sur une personne pour voir quelles étaient les limites de l'être humain, en fait, les limites physiques de résistance à la barbarie. Ok, donc c'était une sorte d'expérience. C'est ça. D'accord. Et ensuite, ils t'ont laissé rentrer comme ça et tu as tout entendu. Donc moi, je me souviens m'être retrouvée autour d'une table dans le cadre d'une expérience menée par la NASA, Ok. qu'on m'a présentée comme étant une expérience du surhomme, Mhm. qui avait pour objet une personne en particulier. Ok. Donc autour de la table, il y avait des gens extrêmement influents, des politiciens, des chefs d'État de plusieurs pays, et des gens qui interviennent à l'ONU aujourd'hui. Voilà. Autour de cette table, du coup, moi, on m'a expliqué les choses comme, on m'a présenté les choses comme si j'allais être actrice, en fait. J'allais participer à ça, une expérience pseudo-scientifique, en fait, rémunérée. Voilà. Et ça s'est déroulé à mon insu, en fait. Puisque Ouais. j'ignorais absolument les tortures qui allaient être faites à l'égard de cette personne à ce moment-là. D'accord, ouais, ouais. Donc c'était vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y avait un paiement? Est-ce qu'il y avait un résultat de paye, un truc comme ça? Alors, il y a des gens qui ont payé pour être là, parce qu'ils voulaient absolument participer à ce programme et en être. Et il y en a qui ont été rémunérés. Moi, on m'a promis 50 millions, Ok. quand même. Et puis, il y a un homme aussi qu'on a payé plusieurs milliards pour devenir l'époux de la femme qui était ayant déjà un scénario bien établi à l'avance. Ok, donc tout vraiment était déjà planifié à l'avance, il y Ouais. avait juste à passer à l'action. Exactement. Ok, Ouais. d'accord. Donc, Et moi, j'avais pas conscience, enfin, je tiens à le dire aujourd'hui, hein, parce que Oui, j'avais pas conscience de ce qui allait se passer. Voilà. ouais, bah oui. Et est-ce qu'il y avait d'autres liens, hormis l'ONU, les politiciens? Est-ce qu'il y avait pas des institutions comme la NASA ou autre chose? Il y avait des gens de la NASA. Moi, dans mes souvenirs, je me rappelle d'une femme en fait qui expliquait le programme pour les gens autour de la table. Euh, voilà, ce dont je me rappelle. D'accord. Bah écoute, merci. Juste avant, tu as d'autres choses à dire? Moi, on m'a expliqué que dans ce programme, j'allais avoir des contacts. Alors, là encore, hein, je parle de ce que j'ai. Oui, Hein. oui, oui. J'allais avoir des contacts dans le cadre de cette expérience. Et Mhm. dedans, il y avait mon ex-mari, il y avait son ex-mari. D'accord. Donc, eux aussi ont participé à ça. Ok. Et du coup, bah, donc ils étaient tous acteurs de ça. C'est ça. Donc, Ils se connaissaient très bien en fait, ce que nous on ignorait. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, On sait même pas comment on s'est rencontrés nous. Qui a décidé qu'on allait se rencontrer, Séverine et moi en fait? Ouais. Consciemment, on sait pas. D'accord. Ouais, c'était déjà programmé à fond. Ouais. Ouais. Il y avait plus qu'à. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est de tes enfants dans tout ça? Et ben aujourd'hui, j'ai des enfants qui vivent des abus sexuels quotidiens chez leur père. J'ai un fils aîné qui est en perdition totale. Mhm. Voilà. Avec l'assentiment de la justice et des services sociaux. Mhm. Voilà. Donc ce que je veux moi aujourd'hui, c'est me battre pour eux, c'est ce que je fais tous les jours. J'ai un petit garçon de 6 ans qui est la proie de son frère et de son père, et dans l'indifférence de ces mêmes services sociaux qui m'expliquent très bien qu'il est trop petit pour être entendu. Voilà. Donc ce que je veux aujourd'hui, c'est que justice soit faite, tout simplement. C'est-à-dire que les enfants reviennent à leur mère, puisque tout a été fait pour couper le lien que je pouvais avoir avec eux. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je me bats pour mes enfants, je me bats pour la vérité, et puis je me bats aussi pour tous les enfants et toutes les mamans qui peuvent connaître ces situations. Et tu as bien raison. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à apporter? Non, je vous remercie. Merci. Et n'hésitez pas, si vous avez des mêmes expériences, n'hésitez pas à parler, ça fera plus de sécurité pour vous. Merci à vous. Bye. Ils m'ont fait Attends. pipi. Si, c'est bon. Pipi dans la bouche et kiki dans les fesses. D'accord. Et aussi du saut en parachute. D'accord. Et aussi Ils t'ont pas fait des choses sur ton corps, la peau? ils m'ont opéré sans dormir et aussi me mettre de la
crème sur la peau. D'accord. Mhm. Du Parce coup, que si je découvre ce qu'est l'image, et bah je dois refaire cette image. Oui, et j'ai mal à la peau, ouais. J'ai des taches blanches sur la peau. tes grosses plaques blanches, là, c'est dû à quoi? C'est dû à tout ce qui fait de mal. D'accord. Est-ce que tu veux expliquer ou non? Je veux expliquer. Vas-y. Et bah, à la peau, il m'est cassé une fenêtre et mon jeu jeté sur un mur. D'accord. Donc ils t'ont jeté vraiment violemment. Vraiment violemment. Ok. Comme une jury. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et bah, des mots. Des mauvais trucs. Faire réciter l'alphabet d'envers et me fait très mal. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont fait alors? Et bah, ils m'ont fait partir dans tous les sens. Ok. Ou c'est vraiment ce que j'ai pu dire. Et j'ai fait des expériences avec les extraterrestres. Est-ce que c'était des vrais extraterrestres, l'expérience? Et ben c'est des vrais extraterrestres. Vous pensiez que c'était des faux. Mais ce sont des vrais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, Maurice, qui t'a fait ça? Oui. Vas-y. L'autre, mon père. D'accord. Et ils étaient tout seuls? Non, il n'était pas tout seul. D'accord. Donc c'était tout un ensemble de groupe en fait. Oui, c'était tout un ensemble. Est-ce que tu étais tout seul ou tu avais des autres enfants à côté de toi? Parfois j'étais seule. Waouh! D'accord. Et d'autres moments, tu n'étais pas tout seul? Un autre moment, oui. J'étais pas tout seule. Je veux sauver les autres enfants et sauver l'amour. Qu'il faut croire en mon histoire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin, merci de regarder cette vidéo, merci à vous d'être fidèles sur Force Pingouin et d'être si nombreux à nous regarder. Aujourd'hui, petite vidéo très particulière, c'est la suite du documentaire qui est fait. On est sur une affaire très spéciale, sur également deux témoins en même temps, qui n'ont rien à voir bien sûr, et on va tout de suite avoir Séverine, donc merci Séverine d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux nous parler de toi, et puis après on va parler de l'affaire? Très bien, oui. Alors, je m'appelle Séverine, j'ai 41 ans. Je suis aujourd'hui la maman d'un petit garçon de 5 ans et demi. Et je viens vous présenter l'inacceptable de ce qu'une mère est obligée d'accepter aujourd'hui ou de vivre pour pouvoir mettre son enfant en sécurité. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux parler de cette affaire de tout ça pour vraiment aller à l'essentiel? Qu'est-ce qu'il y a eu avec ton enfant? Comment t'as géré le truc? Voilà. Très bien, je vais essayer. Ouais. Mieux. À Maurice, en octobre dernier, après s'être replié sur lui-même et avoir pris des tonnes de peluches pour aller dormir chaque soir alors qu'il ne le faisait jamais, et à se mettre à vomir jour après jour depuis déjà quelques jours, sans tableau médical particulier, sans avoir, je dirais, de fièvre ou un mal de ventre spécifique, en tout cas qui ne me témoignait pas, lorsque je lui posais la question, m'a révélé en fait que j'avais des choses à comprendre et qui vomissait le pipi que papa lui avait fait dans sa bouche et celui de beaucoup d'autres monsieur. Et ça a été le début de ce qu'on appelle l'aurore dans l'aurore. Voilà. Oui. Le sur-aurore regroupé, un peu comme une organisation déjà faite. Tout à fait aussi. Mm. Sur des découvertes post-révélation et
Et à travers les premiers dires d'Amaurice, il était évident qu'il y avait quand même, je dirais, du viol collectif organisé, référencé aussi par une nomenclature qu'Amaurice verbalisait, et puis sous des habitudes de rituels qu'il témoignait aussi par le verbal, mais aussi par des gestuels. Et, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que, parce que là on parle de Maurice, mais est-ce que toi-même tu as eu ça? Il est difficile pour moi aujourd'hui d'en être totalement catégoriquement certaine. Ok. Maurice se rappelle à travers les différents traumatismes qui sont les siens et au réveil à chaque fois de certains souvenirs, avoir été lui-même dans l'obligation, en fait, au regard, je dirais, d'une certaine terreur qu'on avait sur lui, sur une pression liée à la peur et à la terreur, quand on formalisait auprès de lui, d'être obligé de regarder les sévices qui étaient faites sur moi, à mon encontre, en étant drogué, comme il l'expliquait très bien, avec des injections par piqûre. Donc il a participé, il était obligé d'être le spectateur des viols commis sur moi et d'autres tortures diverses, qui ont été les mêmes que les siennes, et qu'il se doit aujourd'hui d'aborder, d'affronter, en même temps que de me les expliquer. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quel groupe fait ça? Alors au départ, je dirais qu'il y a peut-être certainement une perversité et une vicissitude de l'homme liée au papa, d'accord, au géniteur, qui divise en fait en 3 temps ces instants de torture et de viol, et de sévices autres, qu'ils soient corporels, émotionnels, psychologiques, sur Amaurice ou sur moi. En l'occurrence, il y a l'individuel, le papa tout seul avec l'enfant, où Maurice décrivait par des gestes de masturbation, ce que son papa lui demandait de faire à son kiki, d'avoir fait des choses en échange avec ses chiens, d'avoir fait caca sur Maurice et lui avoir demandé de manger ses propres excréments, et de le voir lui aussi manger les excréments de son fils, et je passe bien d'autres tortures que je ne peux pas expliquer là parce qu'il y en a bien trop et puis elles sont inentendables et indicibles. Il y a un second temps, un fameux temps où Maurice parle de l'armée, qui parle d'un lieu qui s'appelle le Mont Verdun, voilà, qui se trouve pas très loin du Beaujolais, près de Lyon, qui est une base militaire assez reconnue aujourd'hui, où il a subi diverses expériences, dont il en a aujourd'hui la séquelle la plus grave après le traumatisme, qui est le sien, et les divers traumatismes de phobie et les traumatismes physiques et émotionnels. C'est celle d'une maladie qui aujourd'hui l'handicape d'autant plus et le rend incapable d'avoir une vie normale. C'est évident que de toute façon, à travers ce vécu-là, on ne peut plus prétendre avoir une vie normale, ni même l'espérer pour son enfant. Mais Maurice est du coup aujourd'hui, et depuis l'âge de 2 ans et demi, diagnostiqué électrochimiosensible. Il est dans l'incapacité, de par une odeur, de par une lumière, de par des ondes, de supporter une quelconque matière sur la peau. Donc Maurice passe son temps dénudé lorsqu'il fait froid et qu'à la maison on se blottit sous des couvertures ou qu'on met un pull et qu'on lui met le chauffage, et Maurice lui doit juste se contenter de son caleçon. Sa souffrance est telle que sa peau en fait amplifie des brûlures internes et des notions électriques très violentes. Aujourd'hui on sait que cette maladie a été totalement induite par rapport aux tortures diverses qui ont été les siennes, faites sur lui, notamment par des machines de radiation au Mont Verdun, par des procédés aussi d'essais de vaccination sur lui, mais aussi et surtout des électrochocs extrêmement violents, et il a été aussi la victime de nombreuses agressions par taser, jusque des tasers mis à proximité de la langue. Donc quand on connaît aujourd'hui la potentialité de ces appareils d'avoir un voltage extrêmement puissant, on s'imagine bien que si l'armée est dotée de ce genre de matériel, il est certainement encore plus puissant. Et ce que ça a pu faire au détriment d'un système nerveux, d'un système corporel, organique chez un enfant de cet âge-là. Oui, et puis en plus, on dit souvent que l'armée a des moyens plus avancés au niveau technologie. Donc là, faire des coups de taser, là en plus le taser vient de se révéler au public. Tout à fait. C'est quand même extravagant, c'est horrible. Et en plus de ça, c'est qu'un début, d'après ce que c'est en fait.
J'ignore quand a commencé ce genre de pratique au sein de l'armée ou au sein de certains groupes, parce qu'il y a aussi une notion de rituel. Il y a des notions d'argent mis sur des tables, d'hommes qui prennent de la drogue ou qui la distribuent ou qui la donnent dans ces moments-là. Il y a de l'hypnose, énormément d'hypnose, des systèmes de lavage de cerveau qui sont orchestrés sur les victimes pour qu'elles oublient. Maurice a cette capacité dans ses retours traumatiques de pouvoir les verbaliser avec une profonde exactitude parce qu'il a ce moyen-là depuis très petit de pouvoir s'exprimer comme un adulte avec, je dirais, un vocabulaire assez puissamment explicite. Donc du coup, il a pu retenir aussi des mots, des choses qu'il a entendues, des choses qu'il aurait pu peut-être même lui être expliquées, pour lui demander peut-être à lui, prochainement ou plus tard, de pouvoir s'en servir aussi, je l'ignore. Je ne sais pas jusqu'où est allée cette supercherie, cet immondisme en fait, véritablement. Par contre, je sais que c'est pour en avoir fait des recherches, pour comprendre mieux et accompagner mieux Maurice dans sa réparation, d'avoir fait des recherches, de m'être rapprochée de victimes qui avaient vécu la même chose, que c'est un procédé aujourd'hui qui existe depuis fort longtemps et qui a pour but de contrôler mentalement certains sujets. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire de manière commune dans la masse. C'est peut-être pas une orientation liée à la masse, mais de toute façon, on sent et on ressent aujourd'hui un manque de justice profond envers le peuple, envers les hommes et les femmes que l'on est. On nous aliène totalement de nos droits, ces idées de vaccination qui arrivent, etc. Je ne suis pas là pour faire de la politique, hein, mais finalement ça révèle tout un système de contrôle sur l'être humain, qu'on soit assujetti ou non à ces gravités-là, qui ont été celles de mon enfant et peut-être des miennes, et de beaucoup d'autres, en France il faut le savoir, mais aussi à l'étranger. Cette pédophilie, cette criminalité autour de l'enfant, il faut qu'aujourd'hui ça cesse, qu'elle cesse en France, qu'on est un pays où on avait cette liberté de choisir qui pouvait nous diriger, cette liberté de se dire qu'on pouvait être des hommes et des femmes libres de penser, libres d'apporter ce qu'il y avait de meilleur pour nos enfants. Et bien aujourd'hui on n'a plus cette liberté-là de rien. Et je ne comprends pas qu'une institution aussi puissamment dangereuse, une institution dont on laisse le libre cours d'exister, puisse encore être en France, mais dans d'autres pays aussi évidemment, mais on n'est pas la Corée du Nord, on n'est pas un pays sous-développé, on est la France. La France s'appelle la France pour qu'on soit des gens francs, des gens honnêtes, pour qu'on ait la possibilité de révéler certaines vérités. Et aujourd'hui, tu me le permets, aujourd'hui, de révéler cette vérité-là. Mais il n'y a pas que celle-ci dans cette gravité-là, criminalité, pédophilie, etc. C'est qu'en fait, tout cela sert à une certaine élite. Et au nom de quoi ces gens ont la capacité de violer ou de torturer nos enfants? Pardon. Oui. Et La seule motivation de Maurice aujourd'hui, c'est qu'on sauve l'amour et qu'on sauve les autres enfants. c'est très important. Et il le faut, c'est impératif. C'est pas vraiment, c'est pas un cas isolé ce que Séverine nous raconte. Il y a plein de gens qui sont encore comme ça. C'est vraiment, il faut que la justice soit faite. Il faut persévérer dans le combat. Et c'est très important ça. Puis je voudrais souligner que je m'excuse auprès des gens qui nous regardent d'avoir cette émotion-là, mais qui est celle d'une mère, d'une femme. Je suis pas venue pleurer mon histoire. Je suis venue alerter un peuple. Je suis venue alerter des femmes qui ont la responsabilité d'être de vraies mères, des mères protectrices, des mères qui doivent s'indigner devant ces horreurs. Je voudrais simplement faire un appel à chacun d'entre vous, de vous réveiller pour qu'en France et ailleurs, aucune disparition d'enfance, ni aucun trafic d'enfants ne puisse servir à ces horreurs. Que notre liberté à nous soit celle de choisir, qu'on puisse offrir un monde meilleur à nos enfants. Et si on les a fait par amour, et on se doit de sauver cet amour. Que ces hommes-là ou ces femmes-là salissent.
juste pour une notion de supériorité ou de pouvoir. Et qu'il est temps que chacun entende que ces horreurs-là n'existent pas qu'à côté de nous, ou qu'une fois de temps en temps, à travers une affaire, d'Outrou ou l'Arche de Zoé, tout ça existe chaque jour, impunément, derrière nos fenêtres, dans nos villages, dans des familles qui se taisent ou qui se terrent dans le silence parce qu'elles ont peur. Et tout ça, ça sert un système. Et nos enfants sont pas là, on n'a pas livré la vie pour que nos enfants soient à la merci de quelque chose qui va les faire mourir. Voilà. Et j'en appelle à vos cœurs de se réveiller et de refuser aujourd'hui que nos enfants vivent ça et que nous, en tant que parents, en tant que futurs grands-parents, ou vous en tant que grands-parents, vous ne puissiez pas accepter d'être venus sur Terre pour que nos enfants meurent de violences sexuelles. Voilà. Et c'est très important parce que, d'autant plus que j'ai un ami qui a le même cas, sauf que c'est un placement abusif, carrément, mais qui a vraiment le même cas, et en plus de ça, la justice ne prend pas part en sa faveur, mais prend part en la faveur des aides sociales qui veulent éloigner les enfants de leurs parents, etc. Donc c'est Pour vraiment... les remettre aux parents incestueux. Et voilà, pour les remettre aux parents, voire des réseaux. Parce que tu sais, on y vient, Nicolas, quand tu me demandes quelle est cette histoire, quelle est notre histoire avec Amauris, et celle de beaucoup d'autres, hein, d'autres mères, d'autres enfants, c'est de dire que jusqu'alors, on a fait face, je dirais, à des services sociaux qui ont démontré une seule et unique volonté, pas celle de nous aider, ni même encore moins d'apporter des solutions face à l'électrochimiosensibilité d'Amauris, qui est simplement déjà rien que dans l'organisation de tous les jours une grande difficulté pour lui, pour moi. Amauris ne peut pas aller à l'école correctement comme les autres enfants. Parfois, il arrive à prendre sur lui pour pouvoir s'habiller 2 heures uniquement dans la journée, ce qui va lui permettre de pouvoir avoir une sortie, qu'elle soit éducative ou à travers le plaisir. On réorganise complètement, moi personnellement, mais Amauris aussi, parce qu'on n'en a pas le choix, mais on réorganise totalement notre vie quotidienne autour de cette souffrance et de cette maladie induite, et je aussi signalise bien le fait que ce soit induit de tout ce qu'on lui a fait subir. Et dans cette réorganisation, Amauris n'a pas le droit à une vie comme les autres. Mais de quel droit? De quel droit on parle en fait? Comment on peut parler de droit des hommes et qu'on soit tous égaux en droit si nos propres enfants n'ont aucun droit face à leurs propres souffrances et face à ce qu'on leur demande de subir? Comment peut-on parler de droit? Je suis désolée. Vas-y. C'est normal. normal. Et d'ailleurs, c'est totalement incohérent. En plus d'être dans un pays des droits de l'homme, vous vous rendez compte un peu de la gravité? C'est extrêmement grave ce qui arrive aujourd'hui. Je le révèle d'ailleurs à travers ce documentaire, excusez-moi, mais c'est pas anodin. Il faut en prendre la conscience. C'est pas anodin ce qu'il racontait là. C'est malheureusement, on pourrait dire ça, mais c'est quasiment courant. C'est un problème. Et je viens vraiment expliquer dans ce commentaire, dans ce documentaire, et appuyer vraiment dans le sens où il faut que les gens se réveillent. Et plus que les gens vont se réveiller, plus que la justice va paniquer et va fléchir. Et vous aurez votre gain de droit et vous aurez tout ce qui vous appartient de droit, de facilité et tout ce que vous aurez à faire. Voilà. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème, écoute, c'est normal. Et donc du coup, juste avant, je vais revenir sur ce que tu as dit, parce que c'est vraiment marrant, tout ce que tu m'as raconté pour le contrôle psychique, les drogues et tout. Ça me rappelle une organisation qui s'appelle Daesh, en fait, et qui a le même procédé, en fait. On drogue, on hypnose les gars, ils ont des programmes, et puis ils ont juste à passer à l'acte, en fait. Et voilà, et en fait, c'est pas Daesh, là, c'est l'armée qu'on parle. C'est un vrai problème, c'est un problème d'autant plus affiché dans l'actualité, hein, parce que il y a plusieurs généraux qui ont démissionné, pas que à cause de ça, mais aussi d'autres choses également. Donc un véritable problème dans le pays. Quand tu parles de Daesh et puis d'une notion de programmation,
il y a tellement toute une industrie derrière ça. Enfin, on le comprend après explication, après l'évaluation des traumatismes, après l'accompagnement de ce que l'enfant a révélé. Il y a quand même toute une institution derrière. Il y a des films de pornographie infantile qui ont été faits. Maurice a participé à ce genre de films. Il y a aussi tout un réseau de drogue. C'est plus un isolement unique, une confrérie, un regroupement, un papa chez lui. Là, on a une institution. Et la France autorise ça, ou alors elle mène tout ça de front. Et c'est là où c'est encore plus grave. Parce que où se cache la vérité? Elle est où, cette vérité-là? Quand nous, on vit cette vérité dans l'expérience, dans la violence physique de l'enfant, dans ce qu'il vit et dans ce qu'on est obligé d'accompagner, on se demande, quand on est sûr de cette vérité-là, parce qu'elle est vérifiée, parce qu'il y a des expertises médicales, et puis parce que mon enfant n'a jamais menti, même pour prendre un bonbon, il n'a jamais filouté un seul instant. Et en lui, je crois, et en cette vérité-là qui m'exprime, il ne l'a pas entendu ailleurs, ni de moi-même, ni de mon entourage. Donc il l'exprime dans sa propre vérité, avec des mots justes, avec des circonstances cohérentes. Donc on se dit, mais jusqu'où va la vérité de cet enfant? Parce qu'elle est là uniquement pour lui, mais pour d'autres enfants, parce qu'il dit bien qu'il n'a pas été tout seul parfois. Mais alors, cette institution-là, est-elle uniquement organisée autour de chez nous, ou elle est vraiment française? Voire mondiale aussi. Voilà, exactement. Exact. Tout à fait. Et d'ailleurs, à propos de ce sujet, pour faire annexe, j'ai publié sur mon site annexe roundupalphafrance.wordpress.com des affaires, notamment l'affaire Dutroux, qui est l'affaire aussi Arche de Zoé, et je prépare aussi également l'affaire Grégory qui est en train de se passer actuellement. Je révèle tout ça, pourquoi? Pour que les gens aient conscience de la gravité de la chose, parce que certes, quand ça vous arrive pas, et ben vous dites ok, ça va pas m'arriver, il y a rien qui est. Mais le jour où ça vous arrive, déjà vous y attendez pas du tout, et de deux, c'est un mal-être énorme avec du harcèlement, des suivis, des pressions, tout ce que vous voulez, qu'il faut tenir psychologiquement. Et ça, c'est un fait. Et du coup... Et au-delà de la psychologie, Nicolas, je me permets, Oui. c'est que on a toute une France contre nous. Oui. À ce moment-là, on a toute une France contre nous. C'est-à-dire que à Maurice, lorsqu'il a révélé, il a cru qu'enfin son enfer allait être terminé. Qu'enfin, en parlant, il allait être libéré, mis en sécurité, et que la justice allait être faite. Et que ces méchants ne recommenceraient pas. Cependant, depuis déjà 9 mois, on a eu une justice de pression, une justice de stress, qui n'a jamais été une justice d'accompagnement, qui a été une justice presque de rébellion envers la femme protectrice que j'étais et la mère protectrice que j'étais. Où là aussi j'ai subi quasiment visiblement la même chose que 90% de ces affaires, où ces mères ont souvent été décrites elles-mêmes comme étant la problématique de fond, alors qu'elles ne l'étaient point, pour lesquelles on n'avait qu'une envie, c'était de les séparer de leurs enfants et de les remettre entre les mains de ces pères incestueux ou de cette organisation incestueuse pour leur permettre de continuer à avoir la main mise sur ces enfants. On a même été jusqu'à me faire une analyse psychiatrique auprès d'un expert nommé par la Cour au cours de l'enquête, qui est allé, je dirais, propager et inscrire, donc signer de sa propre main, de sa propre conscience d'homme, au-delà d'être un psychiatre ou médecin, d'aller dire et délivrer des propos que j'aurais dit et que je n'avais jamais dit. D'aller jusqu'à assigner de moi que j'étais quelqu'un de probablement extrêmement dangereux, de prête au passage à l'acte et suicidaire, et que j'étais un danger pour moi-même et pour mon fils, alors que une trentaine d'attestations avaient été faites avant même qu'on découvre, je dirais, ce résultat d'expertise psychiatrique, avait été faite par mon entourage, de gens qui me connaissaient depuis 40 ans, ou d'autres d'un peu moins, de 8 ans, de 6 ans. Et ces 30 attestations disaient exactement la même chose de moi, pour les avoir lues qu'en dernier recours, qu'ils saluaient la force de femme et d'être que j'étais, de la mère attentionnée et accompagnatrice que j'étais, et surtout la femme douce que j'étais. Et en l'occurrence, aucune de ces attestations n'a pu servir le jour du jugement auprès du juge des enfants,
puisque ces 30 attestations ont été remises au juge le jour J de l'audience et n'ont pas pu être lues en 10 minutes de délibéré de la part du juge. Donc en fait, plus personne n'avait de réalité ni de poids, d'aide ou d'entraide pour nous, ou pour réveiller ou révéler notre vérité. Et tout avait été orchestré, falsifié, pour que monsieur lui soit lavé de tout soupçon. Alors qu'il faut bien préciser aujourd'hui, ce monsieur, je l'ai quitté il y a déjà 4 ans et demi, parce qu'il était violent verbalement, qu'il était addict à l'alcool, qu'il avait des sautes d'humeur, parfois qui étaient totalement irraisonnées, et dans l'irraison, je parlerais même d'irréalité dans son fonctionnement. Il était un but de sa personne, pour pas dire totalement égotique, et il avait finalement, je dirais, dans l'addiction à l'alcool, un véritable besoin de transparaître qu'il était puissant, plus puissant que les autres. Et pour atteindre une certaine névrose, il faut généralement que ce soit accompagné d'une addiction quelconque. Lui a été décrit par un Maurice comme étant quelqu'un qui prenait de la drogue pendant les moments de torture qu'il subissait. Moi, je le connaissais comme quelqu'un d'alcoolique, donc il avait quand même 2 addictions très probantes, qui démontrent en lui une certaine fragilité psychologique ou psychiatrique. Et en l'occurrence, il a été lavé de toute anomalie psychologique par ce même expert psychiatre qui disait de lui qu'il était finalement un homme parfait. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, il faut être dans l'addiction pour avoir une certaine névrose, et pour être névrosé, avoir une certaine complication psychologique. Je n'ai aucune addiction, et pourtant c'est à moi qu'on disait avoir des problèmes psychologiques. Oui. Voilà. Et bah, du coup, encore une incohérence. Exactement, encore une incohérence totale. Et encore totale. Une fois le même procédé. Parce que, en fait, la victime qui va déposer plainte contre l'agresseur, et ben en fait devient la coupable. Alors le coupable non, parce que je réfute oui, oui. Ce raisonnement-là jusque-là, mais par contre tu as raison. Ce n'est plus, je dirais, le procès d'une protection pour l'enfant qui est en train de se dérouler. C'est même plus le procès d'une personne que l'on a accusée, avec des dires totalement vérifiés, d'un enfant qui a été entendu, qui a lui-même livré pleinement, je dirais, sa vérité, et qui le livre à travers tous les traumatismes qui sont les siens, la maladie, la souffrance physique, et puis tout ce qu'il a révélé à travers ses phobies et ses peurs de l'autre, à travers les peurs de révéler pleinement, parce que son père lui aurait dit que de toute façon il agirait, si toutefois il parlait, et en l'occurrence certaines menaces aussi vis-à-vis de moi. Donc l'enfant, redoublé de sa souffrance et de son isolement, cherchait à moi me protéger aussi. Donc à 5 ans et demi, quand on a déjà cette démarche et cette faculté émotionnelle d'aller jusqu'à la protection de la mère, eh bien on peut prétendre qu'il y a du discernement. Et que dans ce discernement, l'enfant qui prétend à sa vérité et qui prétend à une justice qui va l'entendre et le protéger, on s'aperçoit que d'un seul coup, ça devient mon procès. Et on s'intéresse plus à la problématique réelle, qui est celle de comment faire pour que cet enfant aille mieux demain et qu'aujourd'hui il soit en pleine sécurité. Et de quelle manière on va accompagner cette mère qui est là, qui se sent protectrice et pleine de courage pour accompagner cet enfant à aller mieux. Et là, on se retrouve face, effectivement, à un mur d'incompréhension, mais qui est le mur d'un tissage bien ficelé, d'une justice française qui va jusqu'à une corruption réelle. Aujourd'hui, je parle de corruption parce que au bout de 9 mois, en ayant relevé toutes les incohérences de l'affaire et les incohérences encore dites il y a 1 mois par la gendarmerie qui me dit « mais vous vous rendez compte, cette affaire est tellement compliquée, tellement difficile qu'elle est loin d'être classée ». Et j'ai appris il y a 2 semaines par le procureur de la région de Villefranche que l'affaire était classée. Donc on est dans une incohérence totale du début jusqu'à la fin et on reste, nous, des victimes non entendues, non crues. C'est ça le pire, hein, c'est non entendu mais non cru, et laissé pour compte. Voilà. Donc j'ai rendez-vous à mon avis en septembre devant de nouveau le juge des enfants, qui prendra certainement la décision ou de placer Maurice dans un foyer, puisque c'est l'épée Damoclès qu'elle avait mis au-dessus de ma tête, en me disant que si je ne faisais pas tout ce qu'elle me demandait de faire, Maurice serait placé dans un foyer sans que je repasse par la case de son propre bureau, sans que j'ai un mot à dire sur mon propre enfant et sur ma manière de l'élever et de l'éduquer et de l'accompagner.
Et visiblement, la seule chose qu'ils avaient à me reprocher, c'était d'être trop fusionnelle avec mon enfant. Et on rappelle quand même que en ces instants d'observation, qui ont été celles du juge qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais rencontrée, qui a écouté certainement, je dirais, les services sociaux qui nous ont rencontrés ensemble que 30 minutes, qui, lors de leur déplacement chez nous, à notre domicile, ont vu Amaury vouloir... Il était dans un cheminement depuis 15 jours, entre la gendarmerie, les médecins experts, l'expertise psychiatrique, où tout le monde lui demandait de révéler ce qu'il avait à révéler. Donc lui, il a pensé que ces deux personnes-là étaient elles aussi là pour l'aider, qu'elles rentraient dans ce processus de justice et qu'il avait besoin de leur dire ce qu'il avait vécu. Et quand elles sont arrivées chez moi, Amaury venait de me faire une révélation, encore un souvenir difficile de ce qu'il avait vécu avec son père. Et en ouvrant la porte et en accueillant ces deux personnes des services sociaux de Villefranche, sur Saône, Amaury leur a dit « Il faut vraiment que je vous dise ce que... alors je ne dirai pas le nom de monsieur, mais ce que monsieur m'a fait. » Elles lui ont répondu « Mais Amaury, nous ne sommes pas là pour ça. » Et on demandait à mon enfant de se taire. Et Amaury, frustré dans l'envie que l'on aide ce qui était sa vérité, frustré du fait qu'on lui ait coupé la parole et demandé de se taire, et plongé dans le traumatisme du souvenir qu'il était en train de me révéler avant qu'elles arrivaient, s'était blotti contre moi, sur moi, pendant les 20 minutes d'entretien. Et il a après vaqué à quelques jeux pour libérer cette tension qu'il avait en lui. Mais voilà, j'étais trop fusionnelle avec mon enfant. Parce qu'à ce moment-là du traumatisme, j'ai su être une mère. Oui. C'est grave, hein? C'est très grave. Et en plus, ça n'a pas lieu d'être. C'est tout à fait contre nature. Ben, c'est contre nature de ce qui est prétendu être un service social d'aide à l'enfance et à la protection de la famille. Donc du coup, moi je m'insurge déjà de toute cette ignominie faite volontairement et en dehors de notre propre volonté à nous. Hein. Quand on est victime, on nous dit après « Oh là là, mais tu devais avoir des failles ». Il y en a toujours pour les autres. C'est tellement facile. Mais en fait, il y a tellement un système puissant derrière tout ça que, victime ou pas victime, peut-être vous, derrière votre écran, avez été victime et vous vous en souvenez même pas. Ce qui est mon cas, sauf que mon corps est en souffrance depuis plus de 5 ans. Parce qu'il vit, il réveille ses mémoires traumatiques. Et la seule parole qui est en face de moi pour témoigner ce que j'ai pu vivre, c'est ce que mon fils a vu, lui, parce qu'il s'en souvient. Et c'est Voilà. c'est vraiment du grand n'importe quoi, tout ça. Ce qu'ils font, ce qu'ils organisent, etc. Parce qu'encore une fois, on voit très clairement que c'est une secte, hein, carrément. C'est une secte privée qui planifie tout, avec des gens à des postes clés, bien sûr, hein, dans la justice, dans les aides sociales et tout ça. Et qui, en fait... Je crois même que pour avoir eu certaines explications d'un agent de la police en retraite, avec qui j'ai beaucoup conversé de ce qui nous arrivait, il m'avait dit qu'à l'époque, il y a quand même une vingtaine d'années déjà, il était préconisé en fait que l'institution mettrait en place tout ce procédé du procureur jusqu'à l'investigation de la gendarmerie et des services sociaux pour faire barrage à ce type d'affaires-là, pour protéger le gouvernement et protéger plus haut les fonctionnaires qui étaient nos dirigeants. D'accord, oui, donc carrément un retraité dit ça de la police, quoi. Donc ça prouve bien par A plus B que tout est fait pour étouffer les affaires et que personne continuer à vouloir contrôler les enfants et abuser d'eux, impunément, derrière notre dos. Tout, bien sûr, entre guillemets, légalement, parce que c'est pas légal, hein, bien sûr. Bah, mais heureusement, mais j'espère bien que personne ne laissera jamais... Non, faut que ce soit illégal dans tous les cas. Et puni par les bonnes lois et les bonnes personnes, surtout les bonnes personnes. Parce que au début, on a beau avoir des bonnes personnes, on se dit on va être aidé, etc. En fait, c'est tout le contraire. On est totalement déçu, on n'a plus confiance en personne et ça devient très négatif, quoi, parce qu'on peut plus savoir à qui se référer pour raconter ça. Complètement. Les taux se resserrent, en fait, voilà. Au fur et à mesure des avancées, qu'elles soient juridiques ou liées à l'enquête. On sent vraiment, on la voit, elle se tisse devant nous, cette incohérence, elle est tissue de fil blanc, elle est tellement, je dirais, mal mensongée, que toute la vérité fait qu'en définitive, ils cachent même plus leurs mensonges. Tout est là. Tout est tellement clair. Tout est tellement abusif, tout est tellement orienté,
qu'en définitive, on n'a pas besoin d'être pleinement intelligent, il suffit un petit peu de clairvoyance et puis de discernement pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et comprendre que notre seule défense, eh bien, c'est nous tous. Simplement nous tous. Tu parles de lois et de bonnes lois, mais les lois, c'est nous qui devons les faire. On doit être un peuple demain qui s'unisse pour faire entendre notre vérité. Et cette vérité-là, elle sera jamais, jamais entendue. Si on n'est pas tous conscients que nous seuls pouvons faire quelque chose. Voilà. On a élu ces dirigeants, sans le peuple, ces dirigeants sont rien, et le peuple aujourd'hui a les moyens de s'exprimer, sauf que plus personne ne s'exprime. Tout le monde se tapit dans son confort, et surtout veut éviter qu'un jour ça lui arrive. Mais le jour où ça vous arrive, il n'y a plus personne pour vous aider. Et le seul moyen aujourd'hui de créer une notion de justice réelle et une aide véritable lorsque vous vivrez, et je ne vous le souhaite pas, ce genre de situation, eh bien c'est de se réveiller aujourd'hui et de faire en sorte qu'une vraie loi, une vraie justice existe enfin pour nos enfants. Ils ont le droit aussi d'être entendus dans leur vérité. Ils ont le droit d'être défendus. Ils ont le droit qu'on les aime, simplement, et qu'on les respecte. Et il n'y a qu'ensemble qu'on peut faire entendre cette vérité-là. Il n'y a qu'ensemble qu'on peut faire comprendre qu'on a besoin qu'on nous respecte. Je pense que quand on parle d'une vraie loi, finalement, la vraie loi, c'est une loi contre les juges corrompus, parce que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui comme loi. C'est qu'aujourd'hui les juges ils trônent vraiment comme des rois dans ce pays, plus haut que les dirigeants politiques, et au final tout est fait non seulement au nom du peuple, mais il faudrait quand même qu'il y ait vraiment une loi contre tous ces juges qui n'appliquent pas la loi, parce que la loi est là pour défendre les enfants, les lois est là pour défendre les citoyens, mais il n'y a aucun juge pour mettre en application ces lois. Exactement. Ça, il faut le dire. Et c'est très important le fait que des juges, des avocats, même des personnes qui sont censées représenter la justice dans la droiture sont impliqués dedans. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de trouver un très bon avocat dans ces affaires-là, un très bon juge. Ça se compte sur les doigts d'une main, un très bon juge. Aujourd'hui, il en existe un, c'est un Chilien, il parle espagnol. Il est reconnu international, mais par contre, il a des menaces de mort tous les jours. Voilà, et c'est intolérable. Dans un pays où la France est un pays des droits de l'homme. Enfin, soi-disant, bien sûr. C'est intolérable. Vous avez le moyen de faire ça par votre concentration, par votre manifestation massive de l'intérêt d'aller contre le gouvernement et d'aller pour nos enfants. Et d'aller pour les enfants, carrément. Et c'est à vous que le pouvoir revient. Vous faites les constitutions, vous faites les lois, ce sont juste des représentants, ce ne sont pas des gouvernements. Voilà, c'est à vous que le pouvoir, vous l'avez. Donc, oubliez pas, c'est vous qui êtes les meilleurs à choisir et à juger. Et c'est grâce à vous que des gens comme Séverine ou des autres mamans pourront avoir un gain de cause réel avec de la grosse valeur. Et il n'y a pas mieux que ça pour la justice. Voilà. Et puis je veux rajouter que finalement, ce qui est important, c'est que finalement, il faut aussi soutenir en tout cas ces mamans qui dénoncent. Et elles sont pleines de courage, pleines d'initiatives. Et j'aime en tout cas ces petits mugs, entre autres, que tu peux montrer avec le petit dessin. Tu peux aller chercher le petit t-shirt. Voilà, le mug qui est là. Et de pouvoir donc expliquer que on est capable, en tout cas, d'alimenter des associations comme la Croix-Rouge. Et finalement, quand on alimente ça, c'est une façon d'alimenter le diable, parce que finalement, c'est des gens qui ne défendent pas la cause, en tout cas les bonnes causes. C'est une arme qui se retourne contre nous en allant vers des associations comme ça. Par contre, quand on va vers une association comme ces mamans qui ont mis en place donc cette structure, et bien là, on alimente vraiment une cause qui est extrêmement juste et qui nous protège, en tout cas. Voilà, donc ça c'est important. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Et c'est très important de souligner qu'il y a une association, les enfants de la Terre, aux enfants de la Terre. Et alors, il y a un mug, mais il y a aussi des t-shirts, tout plein d'accessoires qui sont disponibles pour
tout aider à financer. Voilà, aider à se financer et représenter l'association. Parce que ce qu'il faut savoir quand même dans ces affaires-là, c'est qu'on nous enfonce financièrement autant que psychologiquement parlant. Aujourd'hui, il faut 3 avocats pour être soutenu. Il faut un avocat de l'enfant, il faut un avocat personnel et souvent un deuxième avocat parce que le premier avocat abandonne. Donc du coup, ce sont des frais qui montent à des sommes aujourd'hui qui ne sont pas convenables à la survie financière d'un couple ou même d'une maman seule. Il faut entendre aussi que lorsqu'une affaire est classée, ce qui est le cas aujourd'hui, on va me redemander de l'argent et un chèque de caution pour pouvoir remettre en œuvre la réouverture d'une enquête. C'est-à-dire qu'il y a toujours un conditionnement à l'argent, sachant qu'aujourd'hui on amoindrit chacune de nos possibilités financières pour nous permettre de ne jamais franchir les étapes qui vont plus loin que cette injustice injuste. Donc du coup, c'est pas pour faire... cette association, elle est créée pour réveiller les cœurs. On a envie, nous, en tant que femmes, de se battre pour cette terre, pour ces enfants, pour nos enfants, pour ce dont on est faite, nous, de cet amour, de cette protection innée qu'on peut avoir envers eux, et pour tout le bien qu'on leur souhaite à nos enfants. Et cette association, elle existe surtout parce qu'Amaurice m'a dit me sauver moi, c'est important, mais il faut sauver tous les autres enfants. Donc on a appelé cette association aux enfants de la terre, parce que cette terre, on l'aime, et on veut aimer nos enfants. Et on veut que vous aimiez vos enfants, et que vous les protégiez. Et notre slogan, c'est « Sauvons l'amour et tous pour Amaurice ». Amaurice, il sera le premier peut-être dans cette circonférence de réunion des uns avec les autres, et je l'espère. Mais il n'est pas un modèle. Il est simplement une histoire au milieu des autres histoires. Et tous les autres enfants méritent la même liberté que je veux offrir à mon fils. Et je la souhaite pour vos enfants. Et je trouve qu'on va dans une vie très difficile pour eux. Et j'aurais besoin que vos cœurs se réveillent pour vous, pour votre dignité, pour la reconnaissance qui est la vôtre, de votre amour pour eux. Et que vous reconnaissiez que demain, leur avenir, si vous ne le prenez pas en main aujourd'hui, sera un avenir détruit, un avenir désillusionné. Et vos enfants n'ont pas mérité ça. Personne ne mérite ça. Et aux Enfants de la Terre, c'est une association qui vise à aider toutes les autres victimes, comme nous, qui ont été plongées dans l'isolement ou la peur. Et on les invite à venir nous rejoindre pour témoigner, et puis parce qu'on veut les aider. Et les mugs, les t-shirts, c'est pas pour galvauder une envie de grandir les caisses d'une association. C'est parce qu'on veut pouvoir aider ces femmes à subvenir aux nécessités financières qui seront les leurs demain pour défendre la liberté et la sécurité de leurs enfants et leur permettre de retrouver leurs enfants. Simplement. Et c'est plus qu'important, c'est vital. Oui. Et il faut vraiment que les enfants soient protégés aujourd'hui. C'est plus. Protéger les enfants, c'est protéger la nation. C'est ça. C'est protéger la vie. Oui, la vie. La vie pleinement la vie. C'est protéger en tout cas l'espèce humaine, parce que une espèce, elle disparaît quand elle ne se renouvelle pas. Et quand une espèce est menacée, en tout cas dans sa progéniture, forcément demain sera impacté. Et donc on a besoin de l'entendre, besoin de le comprendre, et on revient donc à cette métaphore vraiment qui est la grenouille avec le scorpion, quand il lui demande de traverser, de monter sur son dos, et elle lui dit mais non, si tu montes sur mon dos, tu vas me piquer. Et il lui dit mais si je te pique, je vais mourir parce que je ne sais pas nager. Et il se trouve que ces scorpions représentent nos politiques, représentent nos dirigeants, industriels, militaires, et qu'au final, ce sont ces mêmes personnes qui au plein milieu de l'étang nous piquent et on se noie. Il faut être conscient qu'on ne peut pas porter ces gens-là, on ne peut pas avoir ces gens comme représentants, parce que si nous avons comme représentants, nous allons couler. Et il faut pouvoir justement se débarrasser, en tout cas de l'imposture qu'ils représentent aujourd'hui dans cette société, parce qu'ils représentent réellement une imposture, et nous avons donc besoin, en tout cas, d'en prendre conscience pour pouvoir se débarrasser d'eux et de libérer nos enfants et de leur apporter la protection qu'ils méritent. Voilà. Oui,
Et c'est vital aussi pour la C'est démographie. Oui, et c'est vital pour la démographie. Voilà, donc voilà, en tout cas, tout ça, c'est... Et puis c'est vital pour chacun d'entre nous. Tout à fait, bien sûr. Chacun d'entre Ah oui, nous. vraiment. Refuser Voilà. tout ce qui va à l'encontre de la vie. Refuser ces vaccins qui sont là pour vous meurtrir. Refuser que l'institution mette en place, dès la rentrée, la sexualité ou l'apprentissage de la sexualité auprès de vos enfants. Soyez libres de leur apporter avec votre équilibre la connaissance de ce qu'est votre amour à vous, de ce qu'est l'amour à travers la belle relation sexuelle. Soyez quand même les gardiens de vos enfants, bon sang. Et pour ça, faites le meilleur exemple. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas briser ces foyers, ces couples, tout ça. Et que finalement, la société est là pour briser tout ça. Et que nous sommes, il ne faut jamais oublier que nous sommes les meilleurs modèles pour nos enfants. Et que ce modèle-là, c'est ce qu'ils vont reproduire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être conscient que nous devons représenter ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si nous ne sommes pas habités par un amour réel, si on est vraiment dans l'inverse, c'est exactement ce que nous allons leur transmettre. Donc il faut vraiment être ces êtres d'amour, de lumière, et eux-mêmes deviendront des êtres d'amour et des êtres de lumière. D'ailleurs, j'avais envie de le dire ça, j'avais envie de dire qu'Amaurice vous aime tellement tous qu'il veut vous sauver. Il veut sauver tous les autres enfants, mais ceux qu'il a rencontrés et les autres, parce qu'il a la conscience que ça ne se limite pas uniquement à ce qu'il a vécu lui. Et lui, il vous aime, alors aimez-vous, aimez vos enfants, et aimez-nous, aimons-nous, quoi. Voilà. Et Merci. merci à toi. Merci, Nicolas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.